Au début du XIXe siècle, des centaines d'ouvriers descendent dans les rues de Nottingham, en Angleterre, pour s'insurger contre les machines à tisser, coupables de faire baisser les salaires et de casser le métier. Ce mouvement, qu'on a appelé le ludisme, conduit les ouvriers tisserands à envahir les usines et à détruire les machines, non pas par refus du progrès technique, mais pour dénoncer l'accroissement du rythme de travail et la dégradation du métier qu'entraîne l'apparition des métiers à tisser mécaniques. Cette tradition de pensée critique n'a pas disparu, puisqu'aujourd'hui, l'amour de la destruction des machines réapparaît aux États-Unis à l'occasion de tribunaux néoludites sous la houlette du journaliste américain Brian Merchant. Des objets high-tech, comme nos précieux téléphones portables, y sont accusés de menacer les relations humaines et le bien commun, puis à l'heure du verdict, ils sont finalement condamnés à être brisés à coups de massue. De telles prises de position radicales nous amènent à nous interroger sur notre rapport aux machines. En effet, elles constituent notre environnement le plus immédiat. Voitures, ordinateurs, appareils électroménagers, vidéoprojecteurs, chauffage centralisé nous rendent en ce sens de bien grands services, mais c'est justement parce que nous dépendons des machines dans nos activités les plus quotidiennes que nous pouvons développer à leur égard une certaine méfiance. Comment faire aujourd'hui, en effet, sans téléphone, sans engin de construction, sans transport motorisé en tout genre? Certes, on pourrait dire que ces machines n'existaient pas il n'y a pas si longtemps, mais qui serait prêt aujourd'hui à renoncer au progrès qu'elles nous ont permis d'obtenir et à revenir à un mode de vie où elles ne nous assistent plus? Il faut donc reconnaître que nous sommes démunis lorsque toutes ces machines tombent en panne, nous laissant impuissants et incapables de savoir comment nous en passer. Par ailleurs, nous pouvons dépasser la simple méfiance pour véritablement être saisis par la peur lorsque nous nous apercevons que ces machines omniprésentes peuvent constituer un véritable danger si leur contrôle nous échappe. Comme nous le suggèrent bon nombre de films de science-fiction, parmi lesquels vous connaissez sans doute Terminator ou Matrix, qui imaginent une humanité asservie à l'empire des machines. Mais cette peur spontanée et irréfléchie doit-elle se transformer en une crainte délibérée, fondée sur des raisons légitimes? Devons-nous craindre les machines, toutes les machines? Quel sens y aurait-il à avoir peur d'objets techniques dont nous sommes pourtant les inventeurs, avant d'être les utilisateurs et les bénéficiaires? Et enfin, si nous avons raison de craindre les machines, quelles leçons devons-nous tirer de cette peur raisonnée? Est-ce qu'il faut prendre des précautions particulières dans leur usage ou carrément mettre un point d'arrêt au progrès technique pour revenir à des formes techniques plus traditionnelles et moins dangereuses? Ou bien encore, faut-il développer un rapport nouveau et mieux maîtrisé aux machines? Commençons par envisager les machines comme source d'espoir et de confiance. C'est notre rapport le plus immédiat à ces machines. Et pour commencer, il convient, comme toujours en philosophie, de définir la machine pour savoir exactement à quoi on a affaire. Le mot machine est dérivé du grec mékané, qui signifie astuce, invention ingénieuse. La machine est donc une production technique, un dispositif matériel, composé de parties spatialement distinctes et démontables, qu'on appelle des pièces, et qui, une fois assemblées, permettent l'accomplissement d'une fonction. Écrire, faire du café, déplacer une charge. Ainsi, la machine est à distinguer de l'outil, qui est un objet finalisé, conçu et fabriqué par un être humain dans le but d'augmenter son efficacité naturelle dans l'action. L'outil peut être compris comme un prolongement du corps, un intermédiaire d'action, voire comme une prothèse, dans le sens où il remplace ou même crée parfois un membre ou un organe. On comprend donc, avec l'historien américain des technologies Lewis Mumford, que la différence essentielle entre une machine et un outil réside dans le degré d'indépendance au cours de l'opération par rapport à l'habileté et l'énergie de l'opérateur. L'outil se prête à la manipulation, la machine à l'action automatique. Donc, de la pelle à la pelleteuse mécanique, de la faux à la moissonneuse-batteuse, on constate que se produit dans le passage de l'usage de l'outil à la machine un gain de temps, mais aussi de puissance et d'efficacité, qui se traduit au final par une plus grande productivité au travail. L'intérêt des premiers hommes à inventer puis utiliser des machines apparaît alors tout à fait évident. La transformation de la nature pour en faire un lieu habitable et pour en extraire les ressources nécessaires à notre survie se trouve grandement facilitée par l'usage de ces dispositifs techniques,
qui veut en outre protéger le corps humain dans l'exécution d'un travail. L'outil n'utilise que la force musculaire, alors que la machine est un assemblage de pièces destiné à produire une fin grâce à une énergie autre qu'humaine, celle du vent, de l'eau ou d'autres ressources naturelles. On se fatigue donc moins lorsqu'on utilise une machine, on se blesse moins aussi, lorsque c'est la machine qui exécute une tâche qui pouvait auparavant mettre notre cœur à rude épreuve. En ce sens, on comprend mal pourquoi nous devrions avoir peur des machines. Si nous les avons inventées, c'est bien d'abord pour nous faciliter la vie, pour alléger notre travail et pour subvenir plus aisément à nos besoins. C'est pourquoi, au XVIIe siècle, dans son fameux discours de la méthode, Descartes nous montre que la technique, si elle s'appuie sur la connaissance scientifique des lois naturelles, pourrait un jour nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Il s'agirait, grâce à l'alliance de la science et de la technique, non pas de dominer agressivement la nature, de la maltraiter ou d'en saccager les ressources, comme certains ont parfois interprété le propos de Descartes, mais plus exactement, il s'agirait d'inventer des instruments et des engins permettant de se libérer des contraintes que nous impose la nature, à travers les aléas climatiques, le danger des prédateurs et la rareté des ressources qu'elle fournit. Et c'est tout particulièrement dans la mécanisation du travail que Descartes place ses espoirs, en imaginant que l'invention d'une infinité de technologies pourrait nous permettre de jouir sans aucune peine des produits de la planète et de toutes les ressources qu'elle abrite. En effet, à cette époque où les conditions d'existence sont encore particulièrement rudes et les disettes fréquentes, il reste quantité de travaux dans lesquels la place de l'innovation technique est extrêmement réduite. Et il faut toujours accomplir ces tâches pénibles manuellement, sans bénéficier de moyens de les alléger. Descartes a pourtant l'espoir qu'on y parvienne un jour. Il s'agit donc tout d'abord de soulager le travail des hommes dans l'exploitation des ressources naturelles par l'invention de machines permettant de produire l'abondance des biens nécessaires à la survie, à la prospérité et au bonheur, le tout avec moins d'efforts humains. Cet espoir humaniste s'est notamment concrétisé quelques siècles plus tard, quand l'augmentation des performances des machines lors des révolutions industrielles a fourni les conditions matérielles rendant possible l'abolition de l'esclavage. Descartes reprend une idée ancienne. On a compris très tôt dans l'histoire des techniques qu'il était plus avantageux d'utiliser des énergies naturelles, comme celle de l'eau ou du vent, plutôt que l'énergie produite directement par l'homme. C'est notamment la raison pour laquelle la meule à bras a été remplacée dès le IIe siècle par la meule du moulin à eau ou à vent. On produit bien plus de farine et de façon beaucoup moins pénible grâce à ces dispositifs mécaniques. Mais ce qu'il y a de nouveau dans la révolution cartésienne du XVIIe siècle, c'est l'idée que la connaissance de l'énergie, la connaissance scientifique de l'énergie hydraulique ou éolienne permet de faire travailler bien plus efficacement la nature à la place de l'homme et d'obtenir à volonté des effets par l'intelligence des causes. Il faudrait, si on voulait être exhaustif, également préciser que ce qui rend possible un tel projet humaniste de maîtrise de la nature, c'est d'abord que la nature elle-même est conçue par Descartes comme une vaste mécanique, à savoir un réel qui serait quantifiable, mesurable, homogène et unifié, qui se réduirait donc à un enchaînement nécessaire de causes et d'effets. Mais là n'est pas notre propos. Pour en revenir à la peur des machines et pour comprendre pourquoi celle-ci constituerait une aberration pour Descartes, il faut encore envisager en quoi le modèle de la machine est d'une utilité indéniable pour la médecine. En effet, dans le progrès qu'il appelle de ses vœux, le plus important n'est pas pour Descartes la mécanique, qui certes apporte un certain confort de vie en soulageant la pénibilité du travail, mais bien la médecine. Si nous parvenons à mieux expliquer les fonctionnements mystérieux de notre corps, la médecine sera en mesure de guérir les maladies, tant physiques que mentales, pour augmenter l'espérance de vie, qui à cette époque n'excède guère 40 ans. Rappelons d'ailleurs que Descartes lui-même est touché de plein fouet en 1639 par le décès à l'âge de 5 ans de sa fille Francine, qui a probablement été emportée par la scarlatine. Donc à une époque encore marquée par des épidémies de peste, notamment celle qui touche la France de 1628 à 1631 et provoque la mort d'environ 1 million de personnes, il est urgent de développer les connaissances médicales. Pour cela, la machine va constituer un modèle pertinent, c'est-à-dire une représentation schématique et simplifiée du corps vivant permettant d'en comprendre le fonctionnement. Autrement dit, on va comparer la machine, qui est un assemblage de pièces, des rouages, des ressorts, des engrenages, à un organisme qui n'est somme toute qu'un assemblage d'organes
qui, réunis ensemble, forment un tout fonctionnel. Attention, faire de la structure et du fonctionnement d'une machine un modèle pour rendre intelligible le vivant ne revient pas à dire que le vivant est une machine. Descartes s'empresse même de préciser dans les principes de la philosophie la chose suivante: « Je ne reconnais aucune différence entre les machines que font les artisans et les divers corps que la nature seule compose, sinon que les effets des machines ne dépendent que de l'agencement de certains tuyaux ou ressorts ou autres instruments, qui, devant avoir quelques proportions avec les mains de ceux qui les font, sont toujours si grands que leurs figures et mouvements se peuvent voir, au lieu que les tuyaux ou ressorts qui causent les effets des corps naturels sont ordinairement trop petits pour être aperçus de nos sens. » En résumé, si l'organisme vivant est une machine, cette machine est infiniment plus complexe et subtile que toutes celles que l'homme sera jamais capable de construire, car elle est faite de la main de Dieu. Néanmoins, l'avantage de ce modèle est qu'il est extrêmement fécond, notamment dans le domaine de la chirurgie, parce qu'il permet de se représenter le corps malade comme une machine dysfonctionnelle. Or, pour réparer une machine, que fait-on d'autre que de remplacer la pièce défectueuse ou cassée par une neuve ? L'idée de la greffe de tissus ou d'organes, dont la pratique ne sera effective qu'environ 2 siècles plus tard, est donc directement liée à cette thèse de Descartes qu'on appelle le mécanisme, qui considère le corps comme un vaste ensemble de mécanismes associés permettant des fonctions comme la respiration, la nutrition ou encore la circulation du sang. C'est notamment grâce à cette analogie extrêmement féconde qu'un médecin anglais nommé Harvey parviendra à comprendre le principe de la circulation du sang et du rôle de pompe assuré par le cœur, Descartes faisant d'ailleurs état de cette découverte du mouvement du cœur dans la 5e partie du discours de la méthode. Si les machines nous permettent de vivre mieux, plus longtemps et en meilleure santé, elles ne sauraient nous inspirer qu'un sentiment d'infinie gratitude et sûrement pas de la peur. Au pire, on peut reconnaître que certaines machines, parce qu'elles décuplent la puissance humaine, doivent engager des précautions particulières quant à leur usage. C'est le cas lorsqu'on apprend à conduire une voiture. Une formation sur les bons comportements en matière de sécurité routière est dispensée à tout futur conducteur. Mais si certains font des machines de mauvais usage, soit en raison de leur imprudence ou de leur incompétence, soit en raison de leur volonté de nuire, parce qu'après tout, je peux me servir de ma voiture comme d'une arme, si l'envie m'en prend, en quoi pourrait-on incriminer les machines elles-mêmes ? En réalité, on voit bien que le résultat qu'on obtient des machines dépend de l'usage qu'on en fait. Les machines elles-mêmes ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont tout simplement neutres. Nos peurs à leur égard, surtout lorsqu'elles sont mises en scène par la science-fiction, relèvent d'une projection purement anthropomorphiste, qui imagine que les machines pourraient avoir l'intention de nous nuire. Or, c'est précisément parce que nous leur attribuons une subjectivité et des émotions humaines, qu'elles n'ont pas, en tant que machines, que nous développons à leur égard des fantasmes plutôt apocalyptiques. Pourtant, on voit bien dans le monde du travail, depuis les révolutions industrielles jusqu'à aujourd'hui, qu'on craint d'être remplacé par les machines. Ce n'est plus seulement la main-d'œuvre exécutante qui est ciblée par l'automatisation. Même les postes qualifiés, ceux qui demandent des compétences qu'on a longtemps considérées comme spécifiquement humaines, comme celles des graphistes, leur créativité, ou celles des scénaristes, semblent aujourd'hui menacés par des intelligences artificielles. Et surtout, le sentiment diffus qui ne cesse de nous envahir est celui de ne jamais pouvoir dire non, ou de plus en plus difficilement, à l'omniprésence des machines dans notre environnement le plus quotidien. Alors, suffit-il de dire que tout dépend de l'usage qu'on fait des machines pour être protégé contre leurs possibles nuisances ? Pour y voir plus clair, nous allons repartir de l'argument dit de la neutralité des machines. Alors, ce que je vais dire concerne en réalité plus largement la technique, mais dans son ensemble, mais on peut tout à fait adapter l'argument que je vais développer au cas spécifique des machines. Si l'on considère que la machine, comme tout dispositif technique, est un simple moyen mis à notre disposition pour atteindre les fins que nous nous sommes prescrites, alors on en conclut automatiquement que la machine est d'un point de vue moral parfaitement neutre. En effet, un moyen peut être orienté soit vers des fins bénéfiques, améliorer nos conditions d'existence, soit vers des fins destructrices. C'est pourquoi au tribunal, ce n'est jamais le pistolet qu'on juge, mais bien celui qui a pressé la détente pour blesser ou pour tuer.
On considère donc qu'on ne peut pas juger de façon universelle de la valeur morale de la machine, puisqu'elle ne constitue qu'un moyen en vue d'autre chose qu'elle-même. Et c'est précisément cette autre chose, la fin visée, qui doit être jugée. Cet argument de la neutralité morale des machines se trouve entre autres chez Karl Marx. Au chapitre 15 du livre 1 du Capital, Marx rappelle aux ouvriers qui, dans les mouvements de révolte, détruisent les machines sur lesquelles ils travaillent, que ce ne sont pas les machines qu'il faut briser. Elles ne sont pour rien dans leur aliénation, car toute aliénation, selon lui, est politique et non pas technique. Pour le dire autrement, ce qu'il faut casser, ce ne sont pas les machines, mais c'est la société capitaliste qui se sert des machines afin d'exploiter le prolétariat. Les machines ne sont que les moyens de l'aliénation, mais pas la cause de l'aliénation elle-même. Et pour Marx, les bris de machines sont d'abord la preuve du manque d'organisation des travailleurs. Il dit la chose suivante: il faut du temps et de l'expérience avant que les ouvriers, ayant appris à distinguer entre la machine et son emploi capitaliste, dirigent leurs attaques non contre le moyen matériel de production, mais contre son mode social d'exploitation. Pour la pensée socialiste naissante, ce sont donc les formes de la propriété et de l'organisation du travail qu'il faut changer pour domestiquer les mécaniques. En tout cas, ce n'est pas des machines dont nous devons avoir peur, mais bien des hommes qui se servent des machines pour nuire à d'autres hommes. Pourtant, à partir du XXe siècle, on va voir se développer un courant de pensée critique à l'égard de la technique qui va remettre en question de manière profonde cette idée de neutralité de la technique et considérer qu'il est grand temps de développer à l'égard des méfaits de la technique une peur raisonnée. Alors, on a parfois qualifié de technophobe ce courant, dans lequel il faudrait ranger Heidegger, Jacques Ellul, Hans Jonas et d'autres philosophes encore, mais le terme est souvent nimbé de connotations péjoratives. Et il suffit parfois, dans certaines discussions, à disqualifier la position de ceux qui s'opposent aux techniques modernes. C'est un peu ce qu'avait fait Emmanuel Macron, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2020, devant un parterre d'entrepreneurs de la French Tech, en comparant ceux qui demandaient un moratoire sur le développement de la 5G en France à des Amish, en référence à cette communauté anabaptiste américaine, hostile à la technologie, qui vit comme au XVIIIe siècle. Alors, n'en déplaise à notre cher président, nous allons à présent examiner plus en détail les arguments de cette pensée dite technophobe, afin de comprendre en quoi il n'est pas nécessairement si déraisonnable ou passéiste d'avoir peur des machines. L'un des auteurs qui s'est attaqué le plus radicalement à cette idée de la neutralité morale de la technique en général et des machines en particulier a été le méconnu Jacques Ellul. Alors, il est à la fois philosophe, sociologue, juriste, théologien. Il est né en 1912, mort en 1994, et il a consacré une trilogie d'ouvrages à la critique de la société technicienne. On le considère parfois comme le Heidegger français, même s'il refusait cette filiation, ou aussi parfois comme un des pères spirituels du militant José Bové. Ellul s'est employé à réfuter de plusieurs manières l'argument selon lequel ce n'est pas la technique qui est mauvaise, c'est l'usage qu'on en fait. Alors, en l'appliquant aux machines, je vais reprendre des éléments de cette critique telle qu'elle est développée dans son troisième ouvrage qui s'appelle Le bluff technologique, paru en 1988. Et Ellul met en évidence 3 aspects de la technique moderne qu'il questionne: l'imprévisibilité, la systématicité et l'autonomie. Je vais les reprendre une par une. Commençons par l'imprévisibilité. Comme toutes les techniques, les machines contiennent des potentialités qui sont indépendantes des fins initialement poursuivies. En effet, nous l'avons vu, les machines sont des moyens en vue de fin, c'est-à-dire qu'elles sont des puissances d'action qui, bien qu'elles aient été inventées à un moment donné en vue de fins positives, peuvent tout à fait trouver des applications autres que celles qui étaient initialement prévues. L'invention de la caméra, qui a donné naissance au 7e art, a tout aussi bien permis le développement ultérieur de la vidéosurveillance, si utile dans une société du contrôle. Ainsi, tout progrès technique suggère des finalités multiples et jamais unilatérales. Ellul ajoute que non seulement toutes les techniques peuvent trouver des applications autres que celles initialement prévues, mais elles les trouveront inévitablement. La logique propre à la technique moderne est de chercher à s'appliquer au maximum dans différents domaines. Alors on appelle cela la loi de Gabor, du nom de Denis Gabor, prix Nobel de physique en 1971, et cette loi décrit le développement autonome de la technique. Je le cite: « Ce qu'on a la capacité de faire techniquement
se réalisera nécessairement un jour. Le progrès applique de nouvelles techniques et crée de nouvelles industries sans chercher à savoir si elles sont ou non souhaitables. Donc le fait que la technique soit un moyen qu'on utilise ne la rend pas neutre. Il la rend ambivalente, non pas ni bonne ni mauvaise, mais à la fois bonne et mauvaise, sans qu'on puisse dissocier ces deux aspects ou n'en retenir qu'un seul, et sans qu'on puisse exactement faire la balance des effets positifs et négatifs pour savoir si l'on en retire un réel bénéfice. Les machines ne sont donc pas neutres au sens où même un usage supposément bon ne peut garantir de les rendre inoffensives, car une puissance d'action inventée avec les meilleures intentions du monde permettra toujours d'accomplir de tout autre dessein. Ainsi, un des aspects de cette ambivalence est que les effets néfastes du progrès technique sont inséparables de ces effets bénéfiques. Car en fait, ce ne sont pas seulement nos intentions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qui déterminent à l'avance les effets de notre usage des machines. Il y a aussi une imprévisibilité relative aux machines qui se manifeste lors de l'apparition de conséquences que nous n'attendions pas. Par exemple, l'utilisation de la voiture permet un certain gain de temps dans les déplacements, même si c'est encore discutable dans un environnement urbain, mais admettons. Mais les accidents générés par l'usage de la voiture finissent, du fait de leur nombre, par devenir une sorte de structure de société qui engendre des coûts pour l'organisation des secours, le système des assurances, la prise en charge des invalides, la consommation de soins, de médicaments par les accidentés, les campagnes de prévention routière, etc., etc. En définitive, il faut comprendre, selon Ellul, qu'il n'y a pas de progrès technique absolu, car toute avancée technique implique à d'autres titres un certain nombre de reculs, de destructions, de coûts plus ou moins directement liés. La technique apporte certes des valeurs considérables, mais elle en détruit d'autres, dont Ellul affirme qu'il est impossible de dire si elles sont plus importantes ou moins. La difficulté résidant dans le fait que le prix à payer n'est jamais de la même nature que l'acquisition qui a été faite. Deuxième raison pour laquelle on ne peut pas dire que tout dépend de l'usage que l'on fait des machines, leur systématicité. On conçoit très bien la possibilité qu'un individu particulier maîtrise l'usage qu'il fait d'une machine en l'orientant vers des fins préalablement choisies. Cependant, nous ne vivons pas dans un monde où les machines sont isolées les unes des autres. Il est facilement observable que nos techniques actuelles sont de plus en plus interdépendantes et indissociables. La technique moderne se constitue donc en un système global, un ensemble dont les parties sont étroitement unies les unes aux autres et obéissent à une régularité commune. La systématicité correspond donc à une forme de logique interne dans laquelle nous sommes intégrés, et c'est ce qui va poser un certain nombre de contraintes objectives venant limiter ou même carrément supprimer la possibilité de choisir pour l'utilisateur. Par exemple, on ne prend jamais autant conscience de cette systématicité que lorsqu'on est confronté à une panne générale du réseau électrique. Imaginez donc qu'on subisse cette panne-là, ça signifie que donc il n'y a plus d'éclairage, il n'y a plus de chauffage, il n'y a plus de micro, vous pouvez plus m'entendre, il n'y a plus de vidéoprojection. À l'extérieur, il n'y a plus de feu de signalisation, le tramway est à l'arrêt. Chez vous, vous n'avez plus de plaque à induction ou une four à micro-ondes pour vous faire à manger, plus de télévision ou d'internet pour vous informer. Bon, ça c'est ce qu'avait imaginé Barjavel dans son roman dystopique Ravage, qui envisageait donc qu'un jour, dans une société technologiquement avancée, l'électricité disparaisse. Plus aucune machine ne peut alors fonctionner, laissant la population impuissante, désœuvrée et en proie au chaos. Puisque nos machines sont reliées entre elles par des tensions qui les rendent dépendantes les unes des autres, leur connexion entre elles constitue aussi bien une force qu'un élément de vulnérabilité du système, comme lorsqu'un virus se propage dans un réseau informatique ou que des catastrophes en chaîne se produisent dans une usine. L'homme se retrouve pris dans cette totalité systématique, comme dans les mailles d'un filet qui vient encadrer et limiter sa liberté. Enfin, dernier point, ce n'est plus seulement dans leur fonctionnement que les machines manifestent une certaine autonomie, mais aussi dans le mouvement qui conditionne leur apparition. En effet, Ellul, comme plusieurs penseurs technocritiques, va jusqu'à affirmer que ce qui caractérise la technique moderne, c'est carrément son absence de finalité. La technique se développe selon ses propres impératifs, c'est-à-dire selon la logique du progrès. Et l'ancien adage « on n'arrête pas le progrès », qui était autrefois énoncé sur le ton de l'enthousiasme admiratif,
face aux prouesses de l'innovation technique, doit désormais s'énoncer sur le mode du constat. On n'arrête pas le progrès, c'est un fait, et toute préoccupation extérieure aux valeurs techniques, telles que la préservation de la santé, du bien-être au travail ou de la protection de l'environnement, peine à s'imposer lorsqu'il s'agit d'envisager une possible auto-limitation du développement des machines. Il nous faut donc des machines, toujours plus de machines, et l'efficacité technique allant de pair avec la rentabilité économique, on se retrouve dans des sociétés avec la mise en place de techniques que personne ne semble avoir voulu. L'aspect fondamental de la technique moderne est donc son autonomie et son auto-accroissement. Elle semble évoluer sans intervention décisive de l'homme. Et donc, en définitive, on pourrait dire que la seule finalité du développement technique finit par être le développement technique lui-même. Imprévisibilité, systématicité, autonomie sont ces trois aspects déclinés par Ellul pour justifier l'ambivalence de la technique en général et des machines en particulier. On comprend donc qu'il ne suffit pas de faire un bon usage des machines pour garantir qu'elles soient exclusivement bénéfiques. Et si on continue à suivre ce fil d'Ariane, il faut également reconnaître que l'usage des machines produit en nous des effets qui nous transforment, bien plus que nous ne voulons l'admettre. Les machines, comme tous les dispositifs techniques, obéissent à une rationalité technique. Cette expression signifie que, quand on fait usage de notre raison de manière technique, on cherche à répondre à la question « comment faire pour parvenir à telle fin ?» On cherche alors quel sera le meilleur moyen pour atteindre notre objectif. Et ici, meilleur ne s'entend pas dans un sens moral, mais au sens de l'efficacité. Une machine, comme une tronçonneuse, en ce sens, est un meilleur moyen qu'une scie, parce qu'elle permet de produire l'effet attendu, d'ébiter du bois, plus rapidement et avec moins d'efforts. Or, en nous habituant à aller toujours plus vite, en dépensant toujours moins d'énergie, en déléguant de plus en plus de tâches aux machines, nous habituons notre corps et notre esprit à l'immédiateté du résultat obtenu sans effort. À quoi bon prendre les escaliers quand il y a un ascenseur ? À quoi bon effectuer un calcul mental lorsque la calculatrice me garantit un résultat fiable et instantané ? À quoi bon réfléchir à son itinéraire quand le GPS m'indique la voie la plus rapide pour arriver à destination ? Le confort de vie que nous procurent les machines n'a cependant rien d'innocent ni de gratuit. Rousseau, en 1753, l'avait déjà compris lorsqu'il publie son discours sur l'origine et les fondements des inégalités entre les hommes. Alors que d'autres philosophes des Lumières comme Diderot et d'Alembert ne tarissent pas d'éloges pour célébrer le génie humain à l'œuvre dans les arts mécaniques, Rousseau fait entendre une voix pour le moins discordante dans ce concert de louanges. Remontant aux origines de l'humanité, Rousseau fait l'hypothèse d'un état de nature vierge de toute invention technique. Puis il développe une histoire conjecturale, imaginant comment les hommes ont constitué les premières sociétés et développé les premières innovations nécessaires à leur survie. Et c'est dans cet état de jeunesse du monde qu'il faut, selon lui, situer l'apparition des premières machines. Il en parle en ces termes. Les hommes, jouissant d'un fort grand loisir, l'employèrent à se procurer plusieurs sortes de commodités inconnues à leurs pères. Et ce fut là le premier joug qu'ils s'imposèrent sans y songer, et la première source de maux qu'ils préparèrent à leurs descendants. Car outre qu'ils continuèrent ainsi à s'amollir le corps et l'esprit, ces commodités ayant par l'habitude perdu presque tout leur agrément, et étant en même temps dégénérées en de vrais besoins, la privation en devint beaucoup plus cruelle que la possession n'en était douce, et l'on était malheureux de les perdre sans être heureux de les posséder. Ça fait partie pour moi des plus belles lignes de la philosophie francophone. Alors, je reprends les choses en détail. Rousseau explique d'abord que si les hommes ont commencé à multiplier les innovations techniques, parmi lesquelles les machines ont une place fondamentale, ce n'est pas par nécessité, mais plutôt pour occuper le temps, pour échapper à l'ennui. Puisque la survie était rendue possible par des outils simples, dans une nature considérée comme hospitalière au départ, les hommes ont commencé à chercher davantage de confort. Mais ces commodités, qui nous facilitent l'existence, conduisent à nous amollir le corps et l'esprit. En effet, dès l'outil, mais plus encore avec la machine, la technique constitue une médiation protectrice grâce à laquelle notre corps a moins besoin d'être robuste. Mais ce gain comporte également un coût. Notre corps s'amollit, perd de la vigueur à n'être pas confronté régulièrement à la dureté du réel. Notre usage systématique de la voiture nous rend trop sédentaires, nous le savons, et on doit alors compenser cette perte d'activité
en se rendant à la salle de sport, en voiture, pour aller faire quoi? Pour aller marcher sur un tapis. Cherchez l'erreur. Donc, en accroissant notre pouvoir sur les choses, les machines diminuent notre puissance de vivre. Elles nous poussent à déléguer ce que nos forces intérieures sont capables d'accomplir seules et nous invitent à la paresse. Notre esprit lui-même devient moins performant car ces commodités qui facilitent nos tâches nous font également perdre le goût de l'effort intellectuel. Nous ne supportons plus de ne pas retrouver le nom ou un titre d'ouvrage. Et au lieu de faire l'effort de nous remémorer, nous avons le réflexe automatique d'aller chercher sur Google. Donc de ce fait, nous perdons un peu notre capacité à mobiliser les informations mémorisées auparavant, puisque les connexions neuronales de notre cerveau ne se développent que lorsqu'on les sollicite, à sauvegarder nos capacités cognitives. Et ces capacités, comme la créativité, la capacité à raisonner, à déduire, à imaginer, elles n'apparaissent pas du jour au lendemain. Elles demandent des années de construction. Si les machines travaillent à notre place, toutes nos potentialités restent alors lettres mortes. Quelle humanité cela préfigure-t-il? L'écrivain de science-fiction Alain Damasio utilise le néologisme de technococon pour désigner et dénoncer cet univers de cocon numérique façonné par la Silicon Valley qui enferme l'individu dans une bulle hyper individualiste, privant les relations humaines de toute dimension physique ou incarnée. Ce qui illustre assez bien, à mon sens, le film d'animation Wall-E. Je vous en ai montré une image. C'est un film qui imagine un avenir où la Terre a été ravagée et où ce qu'il reste de l'humanité a fui sur des colonies dans l'espace, dans laquelle les hommes mènent une vie assistée en permanence par les technologies. Et du fait de leur complète passivité et de leur dépendance aux machines, les humains ont perdu l'usage de leurs jambes, atrophiés, ils sont devenus obèses et ils ne se déplacent désormais que sur des fauteuils volants, leur oisiveté les ayant rendus incapables de s'extraire de la technologie. Bon, ça fait pas vraiment rêver. Enfin, plus grave encore, Rousseau explique que l'habitude d'utiliser des techniques non essentielles crée en nous ce qu'il appelle de faux besoins, c'est-à-dire des besoins non vitaux, mais dont la satisfaction est devenue presque aussi impérative que celle des besoins naturels, alors que nos pères, entendez les générations antérieures à nous, vivaient tout à fait convenablement sans toutes ces innovations. On reconnaît ces faux besoins au fait que leur perte occasionne des malheurs, sans que leur possession ne constitue un vrai bonheur. Par exemple, il me semble que personne au quotidien ne s'extasie à l'usage de son smartphone, mais s'il n'est plus là, qu'il soit cassé, volé ou déchargé, c'est l'angoisse. On parle même de nomophobie aujourd'hui pour désigner la peur et le stress qu'utilisent les utilisateurs de téléphones mobiles quand ils se retrouvent dans l'incapacité d'utiliser leur portable comme ils le veulent. Donc par les faux besoins, un processus sans fin s'enclenche. Le superflu devient nécessaire et appelle un nouveau superflu. Nous devenons ainsi dépendants de machines dont nous ne parvenons jamais à nous satisfaire durablement et le bonheur que nous poursuivons à travers eux se mue inévitablement en malheur. Peut-être apparaît-il désormais que la peur n'est pas forcément une réaction primaire née de notre ignorance à l'égard des machines. On peut même soutenir à ce point de la réflexion qu'elle constitue au contraire une réaction saine face aux machines et un guide fiable pour l'action. La peur nous révèle qu'il y a un danger et nous met donc en garde contre ce danger. La peur nous invite à la prudence et à la responsabilité. C'est pourquoi on peut dire avec le philosophe allemand Hans Jonas qu'il y a une vertu heuristique à la peur. Le terme d'heuristique renvoie à l'art de la découverte. En effet, la peur est vraiment source de découverte. Elle est à la fois de l'ordre du sentiment, par ce qu'elle intuitionne, et aussi de l'ordre de l'intelligence, par la réflexion qu'elle ouvre sur la possibilité d'un danger rationnellement prévisible. La peur mobilise l'action, le changement, contrairement à l'espérance qui est un consentement à ce qui arrive. Se contenter d'espérer, c'est accepter ce qui est et ce qui va advenir, ou bien attendre que les choses changent d'elles-mêmes sans notre intervention. Par exemple, attendre que les machines cessent de nous envahir et que les techniciens se décident d'eux-mêmes à limiter leur puissance pour le bien de l'humanité, ce qu'ils ne feront évidemment pas. Au contraire, l'effroi appelle la condamnation. La peur permet de dire non à cette emprise des machines sur nos existences. La crainte n'est donc pas pour Jonas l'angoisse paralysante qui nous empêcherait d'agir. Elle est au contraire le sursaut émotionnel capable de susciter une éthique nouvelle, inédite, une éthique de la responsabilité
qui exige une reprise en main de la technique et donc des machines. Alors, Hans Jonas distingue en ce sens 3 types de pouvoir. Le pouvoir du premier degré, c'est d'abord celui que l'homme exerce sur la nature grâce aux machines, grâce à la technique. Le pouvoir du second degré, c'est cet automouvement, cette impulsion sans frein de la technique moderne qui est devenue une véritable force sans intelligence et sans but. Et enfin, le pouvoir de troisième degré serait le pouvoir que l'homme devrait s'assurer sur la technique. Et le paradoxe est ici que l'homme contrôle la nature par le moyen d'une technique qu'il ne contrôle plus du tout. Alors, cette indispensable domestication de la technique, ensauvagée, exigerait une autolimitation volontariste et dure de la croissance technicienne. Mais Jonas ne se fait pas vraiment d'illusions sur la possibilité que les pays développés prennent de telles mesures restrictives. Quand on voit les aboutissements très modérés en matière d'engagement écologique des différentes COP depuis la fin des années 90, on se dit qu'il a sans doute raison. En tout état de fait, Jonas dit simplement que si nous ne prenons pas tôt ou tard des mesures pour limiter le développement technique, la nature nous ramènera violemment à la réalité. Alors, pour terminer cette réflexion, puisque j'ai plus beaucoup de temps, puisque nous avons vu qu'il était raisonnable de craindre les machines, maintenant, quelles leçons faut-il tirer de cette crainte afin qu'elle ne reste pas stérile et qu'elle soit source d'enseignement ? Alors, je me contenterai de pointer 2 directions, on pourra en discuter si vous le souhaitez ensuite. La première, c'est celle que nous indique Simondon. Pour trouver la juste mesure si chère à Aristote et éviter 2 excès que seraient d'un côté l'idolâtrie ou la haine des machines, d'un autre, il convient tout d'abord de remédier à notre méconnaissance des machines, qui est sans doute la véritable cause de notre aliénation à celles-ci. Donc c'est le parti pris du philosophe français Gilbert Simondon, qui prône le développement d'une culture technique, d'une culture de la machine, qui nous permette d'en apprendre et d'en connaître l'utilisation et le fonctionnement. Simondon lui-même avait fait construire un atelier de technologie au lycée de Tours, où il enseignait au début de sa carrière, et il avait une très bonne connaissance du fonctionnement d'une turbine, d'un téléviseur ou d'un moteur à essence. Dans son ouvrage intitulé « Du mode d'existence des objets techniques », qui est paru en 1958, Simondon constate et déplore que la technique a été considérée depuis l'Antiquité comme une occupation servile, souvent méprisée et exclue de la pensée. Pourtant, la technique et les machines sont consubstantielles à notre espèce. L'homo sapiens est avant tout un homo faber, un homme qui fabrique des objets techniques et qui s'est forgé à travers la sophistication toujours plus poussée de ces artefacts depuis les premiers bifaces d'Homo erectus il y a 1 million d'années. Il s'agit dès lors donc de réintégrer la technique et en particulier les machines dans le domaine de la culture, car l'aliénation du monde contemporain n'est pas due à la machine, mais à une mauvaise connaissance de la machine. Notre civilisation n'est pas trop technicienne selon Simondon, elle est mal technicienne, dit-il. Elle comprend mal la technique et ne se positionne pas de façon juste par rapport à elle. Donc, contre le fétichisme des machines, tout comme contre leur répulsion épidermique, Simondon propose de se réapproprier un monde que la prolifération d'objets techniques rend étranger à l'immense majorité d'entre nous. Il est donc urgent de multiplier les voies d'accès à cette culture technique que Simondon appelle de ses vœux, par l'école, les médias, le développement de l'information, les rencontres de Sophie, la formation populaire, etc. Et puis, parmi les multiples modalités que pourrait prendre cette culture technique que Simondon appelle de ses vœux, je souhaiterais terminer cette intervention sur une note nantaise, en rendant hommage au projet artistique des machines de Lille de François de la Rosière et Pierre Auréfis. Bon, vous le savez sans doute si vous avez visité la Galerie des Machines, et si vous ne l'avez pas encore fait, je ne saurais que vous le recommander. Toutes les machines fabuleuses qui peuplent l'île de Nantes, de l'éléphant aux créatures des mondes marins, en passant par les petites mécaniques à dîner, par exemple, sont rendues accessibles aux visiteurs, et ce, depuis les premiers dessins des concepteurs jusqu'aux gestes des constructeurs qui sculptent le bois et l'acier pour leur donner naissance. Ce sont aussi les machinistes qui sont au service des machines, qu'ils vont mettre en mouvement, qui racontent aux spectateurs leur fonctionnement et les impliquent dans leur manipulation. La visite de l'atelier de la compagnie La Machine a donc une dimension pédagogique
autant que ludique et poétique, et c'est en ceci qu'elles donnent aux machines leur juste place, non seulement au service de l'utilité humaine, mais aussi plus fondamentalement de la connaissance, de la rêverie et de l'imaginaire humain. En conclusion, cette juste place des machines dans nos existences est une question cruciale et délicate. Notre proximité indéniable avec les machines ne doit jamais nous faire oublier ce qui nous distingue d'elles. On le saisit sans équivoque dans Les Temps modernes de Charlie Chaplin, lorsqu'on s'amuse des comportements loufoques de l'ouvrier spécialisé rendu fou par le rythme infernal de la chaîne de production. Et ce qui nous fait rire, comme le montre Bergson dans Le Rire, c'est bien du mécanique plaqué sur du vivant. Si nous rions d'un homme qui continue de serrer obsessionnellement des écrous, même en dehors de l'usine, c'est parce qu'il n'y a plus grand-chose d'humain dans son comportement, tant celui-ci est devenu machinal, automatique et hors de propos. Ainsi, même s'il y a effectivement des composantes mécaniques dans les comportements humains, le raidissement du corps et de l'esprit dans des automatismes incontrôlés nous rappelle que tout modèle mécanique, d'hier ou d'aujourd'hui, dans le travail ou la médecine, n'est finalement qu'une métaphore qu'il faut s'empresser de dépasser pour tenir compte des caractères spécifiques de la vie, conçue comme un élan créateur, libre et imprévisible. C'est de cet élan créateur que sont issues les machines, qu'elles en dépendent et qu'elles ne sauraient se substituer. Je vous remercie pour votre attention.